Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va parler de la paix durable. Ça serait avec le professeur Pewezi Atafé. Il est professeur titulaire de littérature de l'Afrique anglophone à l'Université de Lomé. Il a accepté de réfléchir sur ce thème, la paix durable. Professeur Atafé, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour, Monsieur Kondor Bangna. Bonjour pour cette occasion que vous nous donnez encore une fois de venir me joindre à vous pour la réalisation de cette émission. Il faut le dire, une émission des grands débats, une émission des grandes thématiques que beaucoup de Togolais et beaucoup de Togolaises aiment suivre. En tout cas, je suis le premier à le dire, je suis le premier à le suivre. Je me mets en premier dans ce contexte-là. Merci pour cette émission Idée qui participe à l'édification de la nation togolaise. Merci, professeur. Il disait tantôt que nous allons parler de la paix durable. Avant de parler de la paix durable, en tant que professeur titulaire de littérature de l'Afrique anglophone, comment peut-on définir la paix? La paix, je voudrais faire abstraction de l'académie, parce que nous sommes ici pour parler au peuple, nous sommes ici pour que nous qui sommes là, que nous tous nous puissions comprendre. Je vais dire que la paix, c'est la tranquillité du cœur. C'est-à-dire que de l'intérieur, je sens que je ne suis pas dérangé. Je sens que ce que je vis de l'intérieur, c'est accepté. De mon intérieur, je l'accepte, je l'approuve, je suis fier. Et cette paix intérieure a des conséquences. D'abord, elle est elle-même conséquence et elle a des conséquences. C'est-à-dire que la paix intérieure, elle est la résultante des conditions de vie. Elle est la résultante des relations avec les autres. Elle est la conséquence des relations avec mon environnement physique et psychique. Dans ce contexte-là, je parle de la paix si je suis en harmonie avec les autres semblables. Je suis en harmonie avec mon environnement immédiat. Je parle de ma famille. Je parle de mon canton. Je parle de ma commune. Je parle de ma préfecture. Je parle de ma région. Je parle de mon pays. Et dans ces conditions-là, la paix, elle est là parce que je fais corps avec l'environnement. L'environnement ne me repousse pas. Ce que je pense, c'est ce que l'environnement me donne. Non pas parce que je le veux d'une manière individualiste, mais ce que je veux pour moi et pour les autres, sans discrimination. Donc la paix, elle est durable dès lors que ce que je vis aujourd'hui, je crée les conditions pour que cette paix soit perpétuée, pour que cette paix soit en continu. C'est ça la paix durable. Ne pas durable pour dire que c'est peut-être de 7h à 9h, de 9h à 10h, de 10h. Cela dit, on peut même penser que c'est en continu. Et pourtant, les traits qui existent entre les différentes palettes ou paliers, différents paliers, posent problème. Donc, parler de paix durable, c'est dire qu'une paix dont on ne saurait mettre une fin. Ne pas créer la paix provisoire et après des conditions encore, créer des paix provisoires, mais faire en sorte que cette paix-là, elle soit aujourd'hui et elle soit demain. Elle soit pour nous les vivants, en continu, et en même temps qu'elle soit là aussi comme condition pour les générations à venir. Si nous parlons de la paix durable, cela veut dire qu'il peut y avoir une paix non durable? Oui, une paix non durable, puisque c'est dans le langage. Qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que nous offrons comme définition? Et c'est là qu'il faut parler des concepts. La manière dont nous prenons les concepts, la manière dont nous définissons ou prenons les concepts, ça détermine aussi notre appréciation et notre agir. Kondor Bangna, la paix, si elle est une circonscrite, juste pour un moment, elle est créée juste pour un moment, elle est conçue juste pour un moment, ça pose problème. C'est pourquoi justement, en parlant de la paix, on ne peut pas parler de la paix comme un produit à administrer. On ne peut pas, par exemple, vous et moi, nous ne pouvons pas quitter ici Lomé, dire que nous allons à quelque part pour parler paix.
C'est comme nous avons amené de l'eau pour verser. Et nous savons que le canard, quand on verse de l'eau, ça coule et c'est fini, ça ne rentre pas. Donc parler de paix, c'est créer les conditions pour que les agents locaux, c'est-à-dire que du point de vue local, qu'il y ait des teneurs, des marqueurs, qu'il y ait des gens qui symbolisent cette paix-là ou qui travaillent pour cette paix-là. Puisque ceux qui vivent dans un lieu donné, c'est eux qui apprécient mieux les conditions qu'il faut pour parler de la paix. C'est eux qui apprécient mieux ce qu'ils savent être ou concourir à la paix. C'est dans ce contexte-là qu'on dit que si nous-mêmes, nous prenons notre valise de paix entre griffes pour amener dans un environnement et on étale ça là-bas, ceux qui sont là-bas peuvent ne pas apprécier. Condor Magna, je vais juste donner une illustration pour ne pas être très abstrait. Lorsque dans un environnement, il n'y a pas de case, il n'y a pas de maison, mais aussi il n'y a pas de l'eau. Si on vous demande à vous de créer une condition de paix là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas une épreuve que je vous donne, je mets juste ça comme ça pour dire que certains vont penser, ah, comme il n'y a pas de l'eau, il faut apporter de l'eau. C'est vrai. D'autres diront, comme il n'y a pas de case, il n'y a pas de maison, il faut construire ou aider les gens à avoir des locaux, des habitats. C'est aussi vrai. Maintenant, les deux sont comme des hypothèses. C'est ce que nous pensons dans nos têtes être solution. C'est ça qu'on appelle hypothèse. Dans ce contexte-là, la paix ne serait, ou l'option ne serait valable que si l'habitant choisit entre les deux ou apporte une autre option. Dans le contexte, je dis ça juste comme ça, pour que nous apprécions. Et il faut de l'eau. Lorsque nous allons, par exemple, installer les forages, la population peut applaudir. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Dans ce contexte-là, vous serez surpris que pendant qu'il n'y a pas de case, comment les gens vivent? Leur intimité est problématique. Ça veut dire que dans une case où vous avez 8 enfants, plus papa et maman, leur intimité pose problème. Dans ces conditions-là, comment papa et maman vont se voir? C'est en envoyant les enfants à la rivière que le temps est dégagé pour que papa et maman se voient, puisque même dans la pauvreté, on sait qu'il faut cacher l'intimité. C'est justement une histoire comme ça qui se passe, ou qui s'est passée selon une étude. Et on a constaté que le forage qui a été construit à des millions, ce forage a été détruit par les villageois qu'on voulait sauver pour qu'ils vivent bien. Puisque vivre bien, ça fait partie aussi des conditions qu'il faut pour la paix. Monsieur Condor Magna, voilà la situation. Pour dire qu'on ne peut pas prendre la paix comme un comprimé à donner à quelqu'un. Il faut que la personne participe au choix des conditions à créer pour qu'on parle vraiment ou véritablement de paix. Est-ce que quelque part on peut dire que la paix est synonyme de matière? La paix, synonyme de matière? Je dis non. La pauvreté est un obstacle à la paix. Mais je ne suis pas en train de dire qu'amasser le bien matériel procure la paix. Si c'était le cas, tout ce que nous savons que les riches font, c'est-à-dire qu'ils commettent des suicides, mais comment on expliquerait alors qu'ils commettent des suicides alors qu'ils ont tout? Ils ont des comptes en banque, plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs terrains, plusieurs usines, et pourtant ils commettent des suicides. Déjà, ce fait-là que nous vivons dans notre monde du XXIe siècle montre ou répond à la question posée. La paix n'est pas synonyme d'accumulation de biens matériels. Et c'est ça justement qui fait que lorsque vous voyez un riche malade, il a besoin de quelqu'un pour venir à lui. Ça veut dire que sa paix n'est pas matérielle. Le matériel, la condition est remplie. Mais l'autre condition, c'est le contact avec l'autre. L'humain qui va lui parler. Et peut-être qu'en parlant, qui va contribuer à sa guérison. Donc la paix, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut considérer, qu'il faut prendre en compte dans la définition ou dans l'appréciation de ce qu'on appelle la paix. Je continue un peu. Lorsque nous prenons par exemple la matière, nous tous nous savons que ce que notre ventre prend, c'est ce dont notre organisme a besoin. Ça. Le reste appartient au monde.
Et dans ce contexte précisément, nous nous rendons à l'évidence que personne n'est jamais mort et emporté tout ce qu'il a laissé derrière. Et pourtant, du vivant de celui-là, de ces gens-là qui sont très riches et qui ont beaucoup accumulé, on pensait que la matière constituait le bonheur ou le paradis. Mais en mourant, il meurt seul. Il laisse tout derrière. Il a peut-être eu à développer le désir d'avoir, le désir d'accumuler. Mais ce désir d'avoir et d'accumuler va dans l'air. Ça ne le suit pas, ça ne le protège pas. Et pourtant, s'il est seul, sans famille, il est sauvé. S'il n'est pas seul, il y a d'autres qu'il laisse dans la famille. Et tous ces gens-là qui sont pauvres risquent de se tourner vers ou contre les autres à qui on a laissé la richesse et qui n'avaient pas demandé à celui-là qui a laissé de mal agir ou d'exploiter à l'extrême ou du moins de prendre possession de ce que les autres pourraient avoir leurs biens pour stocker pour demain. Voilà les conditions qui montrent que le bien matériel, ce n'est pas une condition à remplir pour parler de la paix. C'est clair que la paix, c'est la tranquillité du cœur, c'est le fait de savoir qu'on est en harmonie avec le voisin, mais c'est surtout se rendre compte qu'on est utile à l'autre, qu'on a participé à l'amélioration de sa vie. C'est de lire la satisfaction d'avoir été secouru, la satisfaction d'avoir été aidé par vous qui avez eu plus de moyens que la personne. C'est toutes ces conditions qu'on met dans le vivre ensemble. C'est aider l'autre, c'est de savoir que l'autre a besoin de moi cette fois-ci et que l'autre fois, j'aurai certainement besoin de la personne. Le contraire, c'est quoi? C'est que quand je vous vois, je change de direction. Si je change de direction, c'est qu'il y a problème. Ça veut dire que les conditions en amont n'étaient pas créées pour qu'il y ait la paix. Et le remords en chacun de nous dit suffisamment s'il est en paix envers lui-même ou s'il est en paix envers l'autre ou pas. Nous savons qu'il y a une lutte permanente au niveau de l'homme. Il y a une lutte permanente. La lutte vers le bien, la lutte vers le mal, ou en tout cas la lutte entre le bien et le mal. C'est justement cette lutte-là qu'il faut essayer de vaincre pour choisir le bien. Puisque quand tu fais le bien, ce bien-là, tu vis, tu es satisfait. Et l'environnement dans lequel tu es ne t'inquiète pas. Parce que tu as fait le bien, parce que tu as choisi pour le bien, les autres aussi apprécient ce bien, puisque dans ton programme de vie, ils trouvent leur intérêt, ils trouvent aussi que grâce à vous, il y a quelque chose qui retombe. C'est justement ça qui explique aussi une autre situation, M. Kondor-Magna. Si vous avez les moyens aujourd'hui et vous investissez en tant qu'individu, vous investissez, il y a deux avantages là-bas. Vous aurez des intérêts liés à l'investissement, mais surtout, vous aurez gagné parce que vous auriez créé une condition pour que les autres qui n'ont rien puissent avoir leur pain quotidien. Les autres qui n'ont rien puissent au moins avoir les moyens d'éduquer les enfants, puisque avec ce salaire, il pourra manger. Le reste, il pourra maintenant regarder du côté de l'éducation des enfants, soigner les gens, etc., etc. Donc, c'est tout ça là, ces conditions réunies qui permettent de parler de la paix durable. Merci. Est-ce qu'on peut dire que la paix durable commence par soi-même d'abord? Oui, elle est durable parce que les conditions psychologiques, votre personnalité trace le chemin. Elle est durable parce que d'abord, elle dépend des individus. Et si ces individus sont acquis à la cause de la paix en continu, c'est que la paix durable sera là où ces gens-là vivent et par rapport à l'environnement dans lequel tous ces gens-là opèrent. Donc la paix durable, c'est dans la tête et elle se manifeste à travers nos actions. La paix durable, c'est l'intérieur. Et de par les actions que les gens posent, on peut savoir si réellement ils sont en paix, d'abord envers eux-mêmes et en paix envers les autres. Cela veut dire que lorsqu'on est en paix envers soi-même, ça réjaillit au niveau de l'entourage, c'est ça? Oui, c'est justement ça. La personnalité intérieure, si elle est bonne, elle se traduit à travers les actes que l'on pose.
mon regard vis-à-vis de vous, la manière dont je vous considère, ou mon appréciation de votre personnalité, la manière, la représentation que je fais de vous. C'est-à-dire, Condor Bangra, c'est un humain comme moi. Condor Bangra, c'est un Togolais. Condor Bangra, mais c'est un voisin. Condor Bangra. Bon, donc, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas la marginalisation. Il n'y a pas l'exploitation. Puisque je vous considère au même titre que moi, je ne saurais poser des actes qui vous humilient, des actes qui font de vous un moins qu'humain. C'est tout ça qu'il faut poser, c'est ça. Donc la manière dont ma personnalité est bâtie, je transpose cette personnalité. La morale ou ma manière d'apprécier l'humain est intérieure. Et parfois, quand c'est raté, on se dit, mais quand quelqu'un pose un acte dans un environnement, mais c'est qui ça? Quand on dit c'est qui ça, tout est dit. Ça veut dire que son comportement sort de l'ordinaire, de ce qui était attendu d'un homme ou d'une personne comme celle-là. Donc c'est tout ça là qui fait dire que la paix, elle est d'abord individuelle avant de s'étendre, puisque si je suis en paix envers vous-même, mais contrairement, lorsque nous avons des amis qui ont des comportements, ou des frères ou des sœurs qui ont des comportements qui surprennent, on dit mais non, certains disent non, laissez-le, il a un problème. Mais le problème est où? Il est d'abord intérieur. Puisque c'est de l'intérieur, la qualité de vie, la qualité des sentiments intérieurs rejaillissent à travers les actes. C'est ça qui explique que quand l'homme est en paix, c'est qu'il pose des actes de paix. Quand l'homme est en situation de non-paix, qu'il pose des actes de non-paix. L'erreur consiste à croire que quelqu'un est en paix et qu'il pose des actes de non-paix. Dans cette quête quotidienne de cette paix durable, y a-t-il des obstacles dans le parcours? Il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles à la paix durable, l'exclusion. Et l'exclusion, je vais prendre les éléments un à un. L'exclusion, ça signifie quoi? Ça signifie que je ne conçois pas que l'autre soit avec moi dans un programme donné. Dans mon programme de vie, je ne veux pas qu'il soit là. Dans mon programme d'amélioration de ma condition, je ne voudrais pas qu'il en bénéficie. Dans mon projet de développement, je le mets à l'écart. Ou que je fais en sorte que si j'ai besoin de lui, qu'il soit juste un objet ou un outil à la réalisation de mon bonheur, qu'il exclut, lui. C'est ça l'exclusion. Et quand nous parlons d'exclusion, M. Condor Bangra, nous avons plusieurs étapes ou plusieurs types. L'exclusion. Il y a l'exclusion langagière. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans un environnement donné et nous nous isolons par le langage que nous introduisons. Nous nous isolons par le code communicationnel que nous utilisons, tout en sachant qu'en branchant le code, que les autres sont exclus. C'est une exclusion liée à l'utilisation de la langue. En ce moment-là, ça veut dire que tout ce que nous avons qui est impropre, c'est en ce moment-là que nous disons tout ce que nous disons. Peut-être de ces gens-là qu'on a exclus par le langage, de ces gens-là que nous avons exclus par les codes, etc., etc. Et tous ces gens-là qui sont là, qui, auparavant, nous utilisons un langage que nous comprenons. Et quand déjà, vous et moi, nous décidons de brancher notre code à nous, les autres savent que le contexte est devenu anormal, impropre, inhabitable pour eux. Ils sont obligés de partir. Ils partent, non pas parce qu'ils se sont exclus, mais ils partent parce que vous et moi, nous avons décidé de les exclure. Ça, c'est l'exclusion liée à la langue, à l'utilisation de la langue ou de code communicationnel. L'exclusion liée à l'emploi. Nous savons que nous tous, nous avons besoin d'emploi. Nous avons besoin des moyens pour vivre. Lorsque vous avez la possibilité de recruter et que vous ne le faites pas, vous regardez, c'est qui? C'est le nom. Le poste est là. Vous refusez de recruter la personne. Parce que vous pensez que ce poste-là
il y a d'autres conditions à remplir avant qu'il ne... Ce ne sont pas les conditions de compétence, hein, mais pour vous, il ne cadre pas avec les conditions que vous avez prédéfinies pour que la personne soit là-bas. Je dis bien que les conditions qui n'ont rien à faire ou rien à voir avec les compétences. C'est aussi l'exclusion. Ou bien que vous êtes là, que vous avez 2, 3, 4 postes, mais au même moment, votre frère, votre co-citoyen en manque. En l'état actuel, il a besoin d'emploi. Mais vous vous êtes positionné sur plusieurs. Et vous créez même des conditions pour que perpétuellement, que vous gardiez ces postes-là. Donc il y a exclusion liée à l'emploi. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que les autres bénéficient. Non pas que vous n'avez pas, mais vous en avez en excès. Et vous voulez maintenir l'excès là pour que les autres souffrent. Et justement, en ce moment-là, que vous et moi, en tout cas, gardons ce poste-là non occupé. C'est qu'en ce moment, nous sommes en train de participer à la mort de quelqu'un sur le lit de l'hôpital. Parce que celui-là que vous refusez de recruter, si peut-être il était recruté, peut-être il y a là des liens avec celui-là qui est sur le lit de l'hôpital et qui peine à se faire soigner. C'est aussi une situation où, au moment où vous maintenez les autres postes sans être occupés, c'est que, à quelque part, un enfant dans un coin n'arrive pas à boire de l'eau. C'est-à-dire la boue des rivières là que les gens utilisent. Rappelons-nous qu'en ce moment-là, l'enfant là qui a besoin de l'eau potable, celui-là ou celle-là qui a besoin de l'eau potable est en train de boire la boue, puisqu'il n'y a pas de moyen pour faire le forage là-bas. D'autres situations. Je suis à la retraite, je prends mon exemple, mais je ne le suis pas encore. Si je suis à la retraite et que malgré ma position de retraite, je continue de garder sous forme de chasse gardée des postes, alors que je suis déjà à la retraite, là aussi, j'exclus la jeunesse. J'exclus ceux-là qui ont besoin d'être recrutés, de la possibilité d'être un employé ou un salarié. C'est aussi l'exclusion. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de bâtir d'une manière, en tout cas flagrante, les conditions pour la radicalisation des jeunes. Parce qu'en ce moment, aucun jeune ne peut tolérer ça. Donc, c'est l'exclusion. Donc, une exclusion liée à des postes de travail. Dans un environnement donné où tout le monde a besoin, en tout cas, d'être mis dans ce contexte-là. Donc, l'exclusion est là. Maintenant, il y a aussi l'exclusion au village. Comment ça se passe? Lorsque nous avons, par exemple, les aînés qui prennent des décisions, puisque, en tout cas, des générations passées, il est établi que c'est les aînés, que c'est les vieux qui prennent des décisions et les jeunes obéissent. Si par exemple ça continue, c'est que les jeunes sont exclus. Or, les temps changent et les valeurs aussi. Les besoins également changent. Dans ce contexte-là, l'exclusion s'explique par le fait que la hiérarchie, en tout cas les aînés, continuent de penser que tant que l'aîné n'a pas parlé, le puîné n'a pas la parole. Ou que le puîné ne peut jamais avoir une idée qui puisse fertiliser l'idée d'un aîné. Erreur. Erreur, parce que tout change. Et nous savons qu'il y a beaucoup de sources d'informations et il y a beaucoup de problèmes contemporains que les jeunes peuvent mieux traiter. C'est pourquoi justement, dans le contexte, nous parlons exclusion parce que l'exclusion, c'est un crime. C'est un crime parce que les valeurs qui devaient s'ajouter ne s'ajouteront plus. Or, quand nous savons qu'il y a valeur ajoutée, c'est qu'il y a qualité de vie ajoutée. C'est crime. Parce que cette qualité-là, si elle s'ajoute à la vie, c'est qu'elle permettra de sauver des vies humaines. Hein. Vous voulez dire par là que dans la quête de la paix durable, le droit d'aînesse n'existe plus? Le droit d'aînesse existe, mais le droit d'aînesse n'est pas une condition à 100% qu'il faut apprécier. Les aînés sont là, qu'ils acceptent les puînés pour qu'il y ait synergie, pour qu'il y ait mutualisation, pour qu'il y ait échange d'idées et création d'un nouveau paradigme de vie, de développement, de paix. C'est de ça qu'il s'agit. Le droit d'aînesse existe, mais c'est justement l'exercice du droit d'aînesse qui dit que l'aîné appelle le puîné, pas que le puîné appelle l'aîné. Le droit d'aînesse voudrait dire que celui-là qui est venu avant
est plus sage. Mais quand on sait aussi que la vieillesse n'est pas une condition totalement à 100% réunie pour parler de la sagesse, puisque un jeune qui n'a pas été sage dans sa jeunesse peut vieillir. Et donc, la vieillesse ne vient pas couronner celui-là dont la vie n'a pas été le modèle. Donc, cette vieillesse-là ne vient pas mettre sur cet aîné dont la vie, dont le modèle de vie n'est pas appréciable, faire de cet aîné-là le modèle. Donc, la sagesse aussi, il faut qu'on fasse attention. C'est justement là qui fait que, parfois, quand on dit aîné, on fait trop vite de penser qu'il suffit d'être vieux pour être aîné, pour être sage. Il peut y avoir des vieux qui ne sont pas sages. Si, dès l'enfance, la vie menée jusqu'à la fin n'a pas réuni les conditions pour être dans le groupe des sages. Les principes africains de droit d'aînesse existent. Et c'est justement ce principe africain de droit d'aînesse qui fait obligation aux aînés, aux plus anciens, de se référer aux jeunes pour qu'eux, ils ne disparaissent pas, qu'ils revivent ou que leur vie soit actualisée par les principes nouveaux, par les paradigmes nouveaux, par le savoir nouveau que les jeunes auraient acquis parce que leur temps permettait ou permettent d'acquérir ce savoir nouveau qui en principe relève les anciens. Quelle est la part de chacun d'entre nous dans l'édification de la paix durable? Quelle est la part de tout citoyen et de toute citoyenne dans l'édification de la paix durable? Parlant des individus, nous partons des concepts savoir, savoir-faire, savoir-agir et savoir-devenir. Est-ce que nous, en tant qu'individus, nous cherchons le savoir qu'il faut? Parce que notre environnement, nous avons constaté qu'à travers ce savoir-là, nous pourrons être utiles à cet environnement. C'est-à-dire, ce savoir, quand je parle de savoir, ce savoir n'a pas besoin d'être seulement formel. Il peut être informel, c'est-à-dire un savoir acquis à la maison, à travers l'éducation traditionnelle, un savoir acquis à l'école, à travers l'éducation formelle. Est-ce que nous sommes à la recherche des savoirs utiles? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous avons acquis le savoir utile, est-ce que nous savons utiliser ce savoir utile? Savoir-faire, puisque nous avons acquis, il faut utiliser. Est-ce que nous utilisons ce savoir-là comme il faut? En tout cas, nous prouvons que nous avons acquis ce savoir. Est-ce que nous sommes sincères à travers l'utilisation du savoir que nous avons acquis? Est-ce que nous prouvons réellement la qualité du savoir que nous avons acquis à travers nos actes? Et là, nous pouvons aussi parler d'un autre savoir, puisqu'il s'agit ici du savoir-être. J'ai utilisé. Est-ce que mon profil, mon attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon environnement, prouve réellement ce que je suis à travers, c'est-à-dire que je suis formaté, la manière dont je suis formaté, est-ce que ça se révèle à travers ma vie, à travers ma manière d'être avec les autres, les semblables, l'environnement dans lequel je suis né ou l'environnement dans lequel je me place de temps en temps? Nous avons aussi un autre savoir, mais le savoir agir. Le savoir agir voudrait dire que nous avons cumulé beaucoup de savoir, mais qu'à un moment donné, on aura besoin précisément d'un aspect, pas tout à la fois. Est-ce que nous sommes sincères, nous sommes confiants que la manière dont nous agissons, dans le contexte, nous avons utilisé les bons paradigmes? Est-ce que nous avons adopté la bonne attitude? Est-ce que nous avons choisi la bonne graine? Est-ce que nous avons utilisé le bon talent? Puisque le talent ou pas, il est bon par rapport à l'utilité. Il est bon par rapport à l'effet que cela porte. C'est-à-dire, si nous sommes intelligents, notre intelligence, est-ce que c'est une intelligence destructive? Ou bien c'est une intelligence constructive? On peut dire que l'intelligence est neutre. Mais la manière dont nous utilisons l'intelligence, est-ce que nous utilisons l'intelligence pour construire, pour chercher la paix,
puisque là on dira qu'il y a une intelligence économique, c'est-à-dire tout le savoir qu'il faut pour développer l'économie, etc., etc. Mais il y a aussi une intelligence de paix, c'est-à-dire tout le savoir qu'il faut mettre en branle pour qu'il y ait paix. Mais il y a aussi l'intelligence de guerre, tout le savoir qu'il faut pour gagner une guerre. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Est-ce que dans ce moment-là, nous savons vraiment que ici, j'ai l'intelligence de ceci. Maintenant, j'ai l'intelligence de paix. Est-ce que j'utilise l'intelligence de paix pour qu'il y ait paix? Ou j'utilise l'intelligence de guerre pour qu'il y ait guerre au moment où on a besoin de paix? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous savons aussi le savoir devenir. Ça, nous disons que nous formons les étudiants, nous formons les gens, nous sommes des formateurs. Est-ce que nous aidons les apprenants à mieux choisir ce qu'ils doivent devenir? Le savoir devenir. Je sais que mon pays a besoin de telle personne, de tel profil en ce moment précis. Est-ce que j'en tiens compte dans ma formation? Est-ce que les programmes que nous utilisons pour former les gens, nous tenons compte des besoins du moment ou nous tenons compte des besoins d'aujourd'hui et de demain? C'est de ça qu'il s'agit, le savoir devenir. C'est très important parce qu'on ne peut pas juste se jeter comme ça, tout comme le hasard, il faut que le hasard me mette là où je dois être. Non. Maintenant, il y a la possibilité pour les individus de faire l'étude de marché et de savoir ici, le marché d'emploi demande qu'il y ait tant. Maintenant, ce n'est plus le moment de faire telle ou telle chose. C'est justement de ça qu'il s'agit quand il s'agit de savoir devenir. Anticiper sur les choses, faire le constat, projeter à l'avenir. Et la qualité de vie que nous menons, elle est seulement obtenue ou garantie si nous avons la qualité dans l'anticipation. C'est cette qualité dans l'anticipation qui sécurise notre paix aujourd'hui et notre paix demain. En toute chose, il faut pouvoir anticiper. Il ne faut pas être surpris. Et c'est là justement que nous disons que dans le processus individuel, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que fait l'individu? Nous parlons de radicalisme, nous parlons d'extrémisme violent, mais c'est des faits. Le radicalisme, nous avons parlé aujourd'hui des comportements. Lorsque, par exemple, Condor Magna, vous êtes à la retraite, vous êtes à la retraite, mais votre fils qui a le diplôme, qui est à la maison, il attend à la maison pour que vous venez vous dire bonne arrivée. C'est-à-dire que lui, il est devenu gardien de la maison, pendant que vous, malgré votre âge, malgré votre faiblesse, que vous alliez travailler pour venir, alors qu'il était temps pour que celui-là vous relève. C'est ça une situation. Donc, le radicalisme naît, même à la maison là-bas, dès lors que c'est vous le vieux, puisque les enfants aiment appeler les papas, les vieux maintenant, c'est vous le vieux qui allez travailler et vous venez à la maison pour retrouver l'enfant. L'enfant là ne peut jamais être à 100% d'accord avec vous. En tout cas, dès lors qu'il a fini et qu'il attend un emploi, il ne peut jamais être d'accord avec vous. C'est ça. La radicalisation naît à partir de là. J'ai parlé famille, je pouvais parler canton, je pouvais parler préfecture, je pouvais parler région, je pouvais aussi parler pays. C'est de ça qu'il s'agit, dans cette logique-là. Et c'est ça qui fait que lorsque vous êtes à la retraite ou lorsqu'il y a un petit souci de sécurité, les gens sont ciblés. Les gens sont ciblés. Pourquoi ils sont ciblés? Ils sont ciblés parce que peut-être par des gens qui estiment que eux, ils sont là, ils n'ont rien à faire, alors qu'ils sont vieux, ils sont déjà à la retraite, et ils continuent, etc. C'est ça. Donc, il faut couper le mal à la racine pour sauver deux situations. Les aînés qui ont les biens et qui doivent en jouir à leur retraite pour qu'ils ne soient pas violentés, pour qu'ils ne soient pas la cible, mais en même temps, sauver la jeunesse qui n'attend qu'à trouver du travail. Et quand je le dis comme ça, ce n'est pas qu'il y a du travail à quelque part pour que la jeunesse aille prendre. Il faut former ces jeunes-là à se prendre en charge eux aussi.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans le choix, j'ai parlé de savoir devenir. C'est au niveau du savoir devenir qu'il faut formater les jeunes pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent devenir, pour ne pas être le poids pour l'État, le poids pour la famille, le poids pour le canton, le poids pour la commune. Mais dans son savoir devenir, il devient ce qu'il devient parce que justement, il sait qu'il pourra en faire usage pour se prendre en charge et même prendre en charge les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, je continue pour dire que dans le contexte actuel, lorsque par exemple, moi-même, je sais que dans ma prise de décision, dans la gestion de mon autorité, conférée par mon statut, le poste, je l'utilise à bon escient, il n'y a pas d'inquiétude. Lorsque, par exemple, j'utilise l'autorité que j'ai d'une manière abusive, je crée de la frustration. Injustement, celui-là, ça peut être l'engagé, les propos. On parle aux autres, on s'adresse aux autres comme on était demi-dieux. Or, le destin, il est là. Donc, c'est ça, tout ça là qui concourt. C'est au niveau individuel. Chacun devra manifester, c'est-à-dire que son option pour la paix, son option pour l'apaisement, son option pour entretenir le vivre ensemble et son option pour que l'État continue d'être État, les individus continuent d'être individus et donc redevables à l'État. Et ici, on parle individu. Dans ce contexte-là, l'individu a des devoirs vis-à-vis de l'État. C'est là que le concept de civisme intervient. Voilà, M. Atafei. Supposons que tous les individus, tous les citoyens comprennent ce que vous êtes en train de dire. Quelles seraient les retombées pour les uns et les autres dans cette éducation de la paix durable? Dans l'éducation de la paix durable, je vais prendre un exemple. Je vais juste me focaliser sur donner un exemple. Au fait, il y a des retombées. Le civisme, c'est-à-dire le respect des principes de l'État pour permettre à l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis des citoyens. C'est ça le civisme. Maintenant, dans ce contexte, nous pouvons parler de civisme fiscal. Le civisme fiscal connote l'attitude d'une personne favorable au paiement des taxes. Je dois à l'État. Dès lors que j'ai des entreprises, je dois à l'État. Qu'est-ce que je dois à l'État? Pourquoi l'État collecte des impôts, les taxes? Pourquoi? Au fait, l'État est comme équilibriste. C'est-à-dire l'État, c'est comme une force qui veille à l'équilibre entre les individus. De manière à ce que ceux qui ont des entreprises, ceux qui font une quelconque activité, on leur demande un petit quelque chose. Pour que ceux qui n'en ont pas, on puisse prendre soin d'eux dans plusieurs circonstances. Et c'est ça le civisme. Le civisme, il est fiscal dans ce contexte parce qu'on voudrait que le peu d'argent ou le peu de trucs qu'on collecte. Le civisme fiscal, qu'est-ce que ça suppose? Si ça suppose que je dois donner, mais ça veut dire qu'il y a aussi des choses à faire. Et au niveau du civisme, cela suppose que l'individu aussi devrait être formé ou devrait aussi être informé de l'utilité, de où va ces taxes-là qui sont collectées. Et c'est justement ici on peut en parler. Lorsque par exemple nous parlons de taxes sur l'habitat, nous savons que la taxe sur l'habitat, c'est pour permettre aux communes de prendre soin de leur environnement, de leur territoire, d'améliorer leur territoire. Donc, le civisme fiscal, à ce niveau-là, ces taxes-là ne restent pas au niveau de l'OTR ou dans les trucs du gouvernement. Mais c'est pour qu'on puisse prendre soin. Par exemple, la construction, il y a des caniveaux. Donc, il y a de ces activités aussi qui se font, en tout cas, que cet argent permet d'arranger. La marche vers la consolidation ou bien la construction de la paix durable. L'ignorance constitue quoi? L'ignorance est un frein. L'ignorance est un frein. C'est-à-dire que dans ce contexte, justement, je vais encore aller directement à des aspects. L'ignorance, c'est un frein. Lorsque, par exemple, je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire que je vole l'État, je suis en train de créer un problème monstre en aval. Je vole. Au moment où je suis en train de prendre, ce que je suis en train de prendre là,
l'école de mon quartier, qui n'est pas encore construite là, sa construction retarde. Parce que il y a l'argent. Peut-être, je ne sais pas combien, on a mis de côté. Quelqu'un a mis ou quelqu'un a mis de côté. L'hôpital, où il n'y a pas d'aspirine, de nivaquine, en tout cas pour les soins primaires, lorsque je le fais, j'ignore, je ne comprends pas. C'est l'ignorance qui fait que parfois les gens disent, ils prennent, de toute façon, quand ils prennent là, à la fin, il mourra laisser ça derrière. Ça, c'est ça qu'il faut d'abord. Personne n'est mort une fois et emporté tout. Ce n'est jamais garanti. Quand quelqu'un écrit un testament, il dit l'argent là, ça va faire ceci. Si ça ne fait pas ça, est-ce qu'il va revenir pour réclamer? Donc c'est tout ça. Il faut vraiment que, au niveau, par exemple, dans ce contexte de corruption là, si par exemple je me mets à échanger un peu avec vous sur ce sujet, si je dis, mais monsieur Contrôle Magna, vous avez votre salaire, mais pourquoi l'argent là qui est destiné à ça, vous voulez prendre ça ou vous prenez ça? Certainement qu'il y a une raison. Je ne dis pas qu'il faut exposer les gens, il faut les écouter en aparté. C'est important, c'est la consultation, c'est aussi la négociation ça, pour que la personne comprenne. Et dit, si vous me dites par exemple, non, je prends ça parce que je veux garantir l'avenir de ma progéniture, parce que ce que j'ai, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent vivre longtemps avec ça. Là, la question, êtes-vous sûr qu'après votre mort, ce que vous laissez là peut vraiment servir à ce que vous avez dans la tête? Non. Êtes-vous sûr que ce que vous laissez derrière là, les maisons que vous laissez derrière, parce que vous voulez qu'il y ait plusieurs maisons au cas où il y a que les gens vendent, êtes-vous sûr que ces maisons appartiendront à vos enfants après votre mort? Quand nous regardons même là où nous sommes dans notre environnement, nous avons les nouveaux propriétaires des maisons. Et pourtant, ce n'étaient pas eux qui étaient propriétaires. C'est-à-dire que le monde est tellement... À un moment donné, on ne comprend pas ce qui se passe. Or, le fait d'avoir confisqué des biens, certains sont lésés. Certains deviennent problèmes. En tout cas, ils subissent, ils vivent une vie catastrophique. Ces gens-là, on a retardé leur développement, on a retardé leur santé, on a aménagé leur paix. Tout ça là, donc, comprenons à ce niveau que nous avons des devoirs. Et ces devoirs, il faut les réaliser. Il faut les réaliser dans l'entente, dans le dialogue, dans les échanges. Nous avons aussi des situations où on dit, il y a quelqu'un qui est emprisonné, et après pourquoi il reprend? Ça veut dire qu'à quelque part, il n'y a pas eu échange, il n'y a pas eu dialogue, on n'a pas pu identifier le mal pour soigner le mal là à la racine, pour qu'à la sortie, il ne reprenne pas ce qu'il avait fait pour qu'il soit jeté en prison. Vous voyez la situation? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dialoguer, il faut échanger, il faut créer des nouveaux paradigmes. Quand on parle de paradigme, ce n'est pas qu'il y a des choses à quelque part qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller puiser. Non, nous connaissons les problèmes. Nous nous asseyons pour penser à ces problèmes, en s'appuyant sur le passé, ce qui s'est passé, le présent, mais en même temps sur essayer d'anticiper pour créer des paradigmes d'aujourd'hui qui, en traitant les problèmes d'aujourd'hui, permettent d'éviter les problèmes de demain ou les problèmes aux générations à venir. Donc, dans le contexte, pour me résumer, je vais dire que chaque individu a un devoir. Devoir vis-à-vis de, en tout cas, envers soi-même, en tant qu'individu, devoir vis-à-vis de l'autre, mais devoir vis-à-vis de la collectivité ou de la nation. C'est dans cela qu'on parle de civisme, c'est-à-dire respecter les principes, les contrats que chaque individu a avec sa société. Que ces contrats soient signés ou pas, il y a un contrat. J'ai un contrat vis-à-vis de ma société. J'ai un contrat vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes humain, je suis un humain. Il y a un contrat, même si ce n'est pas écrit. Un contrat vis-à-vis de ma communauté, un contrat vis-à-vis de ma région, un contrat vis-à-vis de mon pays. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte ce contrat? Ou qu'est-ce que je fais? Il y a des choses que ce n'est pas écrit. Lorsque vous avez beaucoup d'argent aujourd'hui, bon, vous avez beaucoup d'argent, c'est pour vous, c'est vrai. Mais il y a un contrat qui n'est pas écrit, qu'il faut utiliser ça pour le bien de là où il a plu à Dieu de te placer. Voilà le contexte. C'est aussi un devoir. Peut-être que ce n'est pas écrit, mais c'est bien. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous le faites et que vous vous rendez compte que les autres sont heureux, ils sont heureux parce que vous l'avez voulu. Et vous l'avez voulu parce que vous en avez eu. Vous pouvez ne pas faire, mais peut-être que si vous le faites, c'est mieux.
Donc, c'est un devoir individuel vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de l'humanité. Je peux aussi, à ta fille, le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Avant de rendre l'antenne, aborder la dernière partie, qui est l'avantage de la paix durable pour les habitants que nous sommes, qu'ils soient du quartier, qu'ils soient du canton, qu'ils soient de la préfecture ou bien de tout le pays dans lequel nous vivons. Et quelles sont les retombées de la paix durable pour tous ceux qui y vivent? La paix durable, au fait, c'est la clé de la sécurité. Quand je dis ça comme ça peut paraître paradoxal. La paix durable, c'est-à-dire une joie intérieure, que les conditions de vie sont réunies, que mes relations avec les autres sont bonnes. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de paix durable. Personne ne peut se développer sans paix. Et quand on parle de paix, il ne faut pas parler de paix en limitant le temps. Mais c'est la paix pendant toute la vie et même après la vie. Puisque nous qui sommes vivants, nous sommes appelés à créer des conditions de paix pour ceux-là qui ne sont pas encore nés. C'est justement ça qui fait qu'on parle de paix perpétuelle, paix en continu, paix durable. Et elle est utile parce que les qualités de mes actions créent des conditions de vie, ces conditions de vie qui ne sont pas regrettables pour moi-même et pour les autres. Pour l'autre, parce que je vis bien, je considère l'autre, mes actions permettent à l'autre de s'épanouir. L'autre qui vit dans ces conditions-là est dans la paix. La paix, pas ponctuelle, mais paix en continu. Dans le contexte, il s'agit de parler de la citoyenneté. Je suis citoyen. Ça signifie quoi être citoyen? Est-ce que je reconnais mes droits? Est-ce que je reconnais mes devoirs? Est-ce que je fais ce que je dois faire en son temps? Est-ce que je réalise ce que je dois réaliser en son temps? Et enfin, est-ce que les institutions, le contrat que nous avons vis-à-vis de l'État, est-ce que nous les respectons? C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne tolère personne. Quand on parle de citoyens, c'est du plus petit en termes social, au rang social, au plus grand au rang social. Toute la hiérarchie sociale est prise en compte. Si je suis balayeur de rue, est-ce que je balaye bien la route? Est-ce que ce que je fais, je vis en harmonie avec mon entourage, dans ma famille? Est-ce que je considère les autres? Ou que parce que j'ai beaucoup de diplômes, je pense que les autres ne sont rien? Ou que j'ai beaucoup d'argent, les autres ne sont rien? Ou que parce que je suis enfant, mais j'ai mes parents, parce que mes parents sont pauvres et que moi, Dieu a fait que j'ai quelque chose. Est-ce que c'est dans ces contextes, est-ce que je continue de comprendre que mes parents sont mes parents et que je leur dois du respect et que je me dois de les prendre en charge? Est-ce que je le fais? Au plan cantonal, est-ce que mes relations avec les autres, est-ce que je veux que les gens viennent se mettre à genoux devant moi parce qu'entre-temps, moi, j'ai quelque chose qu'on appelle salaire et que les autres n'en ont pas? Est-ce que je le fais? Si je le fais, c'est grave. Que les gens viennent se mettre à genoux, non. Au niveau cantonal, est-ce que je voudrais que quand j'arrive, que tout le monde court pour venir? Même le vieux qui m'a vu naître, qu'il court pour venir me voir. Ou qu'est-ce que je fais? Au niveau communal, maintenant, au niveau préfectoral, c'est-à-dire que, et au niveau, même si dans la gradation, tu es enseignant, tu es ministre, etc., parce que je le suis, est-ce que je pense, je reconnais mes devoirs vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'être humain, sans distinction? C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a pas de hiérarchie. En matière de paix, il n'y a pas de plus grand pour dire que la paix, on n'a pas besoin de mettre la main ou non. Il n'y a pas aussi des gens pour décréter la paix. La paix, c'est une question d'entente, c'est une synergie, c'est une transformation, c'est un dialogue. Et c'est tout cela qui constitue, en tout cas, le fondement pour un développement durable. Merci, M. Pouessi Atefei. Le temps qui nous a imparti est largement dépassé. On ne saurait vous garder encore
au risque de se voir coupé par le programme de la télévision togolaise, avant de vous laisser partir, certainement que vous avez votre conclusion. Merci, Condor Mangana, pour encore cette occasion que vous donnez, en tout cas aux autres et à moi-même, de dire quelque chose. Puisque c'est idée, nous sommes là pour la production des idées. C'est des idées et rien que des idées. Pour que ces idées puissent fertiliser la vie, pour que ces idées puissent être appréciées, c'est-à-dire être utilisées. Nous tous, nous apprenons. Au moment même où nous parlons, nous apprenons. Au moment même où nous écoutons, nous apprenons. Et dans ce contexte-là, nous pouvons dire que la paix durable est un sésame précieux qu'il faut entretenir. Et là, il y a des obstacles auxquels il faut s'attaquer. La pauvreté, l'injustice, abus d'autorité, la marginalisation de l'autre, l'exclusion de l'autre, la violation des droits humains et surtout la condition de sous-développement. Dire que moi là, c'est fini pour moi. C'est-à-dire que l'abandon de soi, c'est-à-dire que le refus de reconnaître que, quelle que soit ma situation, que je peux l'améliorer moi-même. C'est tout ça là qu'il faut réaliser pour que mes relations avec l'autre humain soient bonnes, en même temps que j'entretiens mon environnement, en même temps que j'entretiens ce que l'environnement physique m'offre pour que ma paix, qui aussi dépend de cette santé, puisse aussi être au rendez-vous. Voilà ce que je pense être le résumé sans mettre fin à l'idée paix durable. Merci beaucoup, Poésie Atefé. Avant de prendre congé de vous, si demain l'émission Idée vous invitait une fois encore, quelle serait votre réponse? Ma réponse, elle est positive. C'est-à-dire, Idée, je suis avec Idée. Une fois que Idée m'invite, je serai là. Voilà, chers techniciens, Nim Chana au synthétiseur, Kogoé Corneille Kinefei à la caméra, Kusao Anani au son et le pilote de cette réalisation à Kakpo Ambroise. Merci à vous tous. Vous qui avez œuvré pour que nos chers téléspectateurs nous suivent une fois encore. Merci pour votre technicité. Avec vous, Idée ira toujours de l'avant. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis c'est la fin pour ce numéro. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, bye bye.